Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français. Mon nom est Adam Berada et je suis agent des relations publiques à la SSF, comme on l'appelle entre nous, et je serai votre hôte durant l'heure qui suit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc des membres de la Fédération des aînés et aînés francophones canadiens, que je vais vous présenter plus tard. Mais d'emblée, bonjour Jean-Luc, bonjour Jessica. Je suis ravi de Bonjour. m'avoir avec vous aujourd'hui et on va revenir pour vous présenter un peu plus tard. Mais auparavant, permettez-moi de vous dire quelques mots à propos de la Société de santé en français pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Donc, la SSF est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Par ailleurs, la Société santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La Société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Donc, notre objectif en offrant ces webinaires est triple. Le premier est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le deuxième est de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et le troisième est de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Donc aujourd'hui, comme je le répète, nous accueillons des panélistes de la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, Monsieur Jean-Luc Racine, qui est directeur général, et Madame Jessica Dupuis, qui est coordonnatrice nationale de programme. Et je vous invite donc à découvrir leur parcours. Commençons, si vous le voulez, par Jean-Luc, qui œuvre dans le domaine des services communautaires de la francophonie canadienne depuis plus de 30 ans. Après avoir occupé le poste de directeur des programmes francophones au Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, il a ensuite fondé une association de jeunes retraités à Ottawa, du nom de Retraite en Action, qui connaît beaucoup de succès. Il a également agi comme expert conseil pour plusieurs associations sans but lucratif dans la francophonie canadienne avant de prendre les destinées de la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada en 2004 et de la Commission nationale des parents francophones en 2016. Madame Jessica Dupuis, quant à elle, est coordonnatrice nationale de programme à la FAAFC, intervenante psychosociale et conférencière. Elle est titulaire d'un baccalauréat en développement humain et social et d'un certificat en gérontologie. Il cumule plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement auprès d'aînés, la coordination de projets socio-communautaires ainsi que l'animation de groupes. Elle est une communicatrice engagée qui transmet avec enthousiasme son expertise dans des contextes variés, tels que des formations, des conférences ou des ateliers. Pour ne citer que ceci. Donc, quelques petites règles de logistique avant d'aller plus loin. Nos participants donc, sont automatiquement sur Sourdine, mais au cours de la présentation qui va être délivrée par nos panélistes, vous pourrez quand même poser vos questions dans la boîte de chat ou la boîte Q&A, donc questions et réponses. Et il y aura aussi un sondage interactif en cours de webinaire qui sera donc facultatif et anonyme. Et enfin, je vous rappelle que donc l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site de la SSF ultérieurement. J'arrête là ma présentation et je cède la parole à nos invités. Excellent. Ben, merci beaucoup pour la présentation. Alors, c'est vraiment un plaisir de venir vous présenter un peu les initiatives de la Fédération des aînés francophones du Canada. Euh, Vous savez, on travaille depuis de nombreuses années. Moi, je suis là, comme vous avez vu, depuis 2004 à la Fédération. Et du début, je me rappelle là, qu'on a commencé à collaborer avec la Société Santé en français et les différents réseaux là, à travers les provinces et territoires. Et je peux vous dire que c'est un immense plaisir de travailler avec la société. Ce que vous faites comme travail, c'est important, important pour toutes nos communautés, mais aussi très, très important pour les aînés francophones qui vivent dans nos communautés. Alors, on va commencer. Je vais vous parler un petit peu là, de ce que fait la fédération, mais quand on va aller un peu plus dans les initiatives, c'est plus ma collègue Jessica qui est l'experte dans le domaine puis qui va pouvoir là, vous en parler davantage. Mais d'abord, peut-être pour ceux et celles qui nous connaissent moins, la Fédération des aînés francophones du Canada, on existe depuis plus de 30 ans.
Et nous, qu'on tente de faire, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes, les francophones de 50 ans et 50 ans et plus puissent contribuer à la vitalité communautaire francophone, à la pérennité du fait français et aussi de pouvoir s'engager pleinement à l'atteinte de leur mieux-être. Et vous allez voir que les initiatives dont on va vous parler, ça cadre parfaitement avec ces trois volets-là de notre mission. La mission de la fédération, c'est vraiment de soutenir nos associations, nos fédérations provinciales et territoriales. On a des associations dans toutes les provinces et territoires, sauf naturellement le Québec et aussi le Nunavut. Mais sinon, on est impliqué. Notre façon d'agir avec nos membres, c'est beaucoup ce que nous, on appelle là, l'approche intermédiaire. Donc, c'est d'essayer d'aller chercher le financement nécessaire au fédéral pour permettre à nos organismes de pouvoir développer des initiatives dans les différentes provinces et territoires. Nous, on pense que le vrai travail, ça se fait pas à Ottawa, ça se fait sur le terrain avec les différentes associations membres. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire valoir les besoins, les intérêts des aînés francophones auprès des instances gouvernementales. Et jusqu'à maintenant, on est bien compris, on est entendu de la part du gouvernement fédéral. Et à preuve, c'est qu'on nous finance certaines initiatives dont on va vous parler à l'instant. Prochaine. Donc, on voudrait vous parler aujourd'hui de deux projets phares. Alors, présentement, on reçoit du financement pour une initiative qui s'appelle Bien vieillir chez soi. Donc, c'est vraiment, on n'est pas vraiment dans les soins à domicile. Ça, c'est pas de notre ressort, mais on est beaucoup impliqué dans ce qu'on appelle la mise à l'échelle des services de soutien à domicile pour les personnes aînées francophones en situation minoritaire. Présentement, notre initiative est menée dans 8 provinces et un territoire. En réalité, c'est 9 provinces et un territoire. Donc, il y a seulement les TNO et le Nunavut là, qui n'est pas impliqué dans cette initiative-là. Pourquoi 8 provinces? Parce que vous les voyez là au tableau. Il y a juste la Colombie-Britannique qui est allée chercher son propre financement. Donc, eux mènent également une initiative qui est similaire à ça. Donc, on va vous en parler un peu plus tard et l'initiative là, se termine en 2026 et on espère que les gouvernements provinciaux territoriaux vont prendre la relève. On pourra peut-être vous en parler un petit peu plus tantôt. On a une deuxième initiative qu'on appelle éclaireur de proximité. Et ça, c'est vraiment pour développer un réseau pour guider les aînés francophones de la communauté. En fait, c'est un réseau de citoyens solidaires, outillés pour repérer et accompagner les personnes aînées vulnérables là, dans nos communautés. Alors, on a un projet pilote que Jessica va vous parler qu'on mène dans le sud de la province, mais on a fait une demande de financement pour mener cette initiative-là à la grandeur du pays. On va avoir plusieurs provinces et territoires qui vont y participer. Euh, on n'est pas en mesure de vous annoncer encore si on va avoir le financement, mais on peut vous dire que c'est sur la bonne voie, que les négociations, discussions sont en cours et qu'on est très, très, très encouragé et qu'on a bon espoir de pouvoir commencer l'initiative pan-canadienne là, d'ici très, très bientôt, dans les prochains jours ou peut-être semaines, quelques semaines. Alors, pour vous parler un peu plus de ces deux projets phares, je vais inviter Jessica à poursuivre la présentation.
Merci Jean-Luc. Je vais débuter par le projet Bien vieillir chez soi, comme mon collègue et patron le disait. En fait, ça a débuté en juillet 2023 et va se terminer dans un an, quasiment jour pour jour. Donc, en fait, cette initiative-là, qui est toujours en cours, avait d'abord comme objectif la mise à l'échelle des services ayant déjà démontré des résultats positifs dans les communautés. Donc, cette initiative-là venait pour bonifier des services et puis des ressources qui étaient déjà en place dans les communautés. Et puis, par la suite, ça venait assurer le déploiement et la prestation de services pour trois volets différents. Le premier étant le développement des services bénévoles qui comprennent entre autres des visites amicales, du transport bénévole et puis des services d'échange entraînés. Donc, cette espèce d'accord tacite qu'on fait entre individus pour s'échanger des services. Ensuite de ça, il y avait un deuxième volet qui était quant à lui un service de dépannage comme des petits travaux d'entretien qui peut se représenter par de l'aide au jardinage, du service de répit, par exemple pour les personnes proches aidantes, du déneigement, ménage, entretien extérieur, intérieur, donc du service de menus travaux. Et puis, finalement, le troisième volet était quant à lui, pardon, un service de navigation communautaire qui, en fait, se manifeste dans une ressource qui est là pour diriger les personnes aînées vers des services d'appui à domicile, entre autres ceux que je viens de vous mentionner un peu plus haut. Donc, c'est un peu une espèce de la navigation communautaire, c'est un peu pour aiguiller vers et orienter les aînés vers des ressources francophones qui peuvent répondre à leurs besoins. Rendu à cette étape-là du projet, donc à un an avant de terminer, on est capable de regarder, d'observer en fait des résultats intéressants, des observations qui sont pertinentes dans le cadre de ce projet-là. Donc, jusqu'à présent, près de 550 personnes aînées francophones ont reçu des services grâce à l'initiative et ça à travers l'ensemble des provinces et territoires qui participent à ce projet-là. Ce que l'on constate également, c'est que dans cette proportion de personnes-là qui reçoivent des services, on constate que ce sont majoritairement des femmes âgées entre 65 et 84 ans. Une autre des observations qui est intéressante, en fait, les trois facteurs de risque qui se démarquent, parce que dans le cadre de ce projet-là, on avait besoin d'identifier en fait des facteurs de vulnérabilité qui représentent des facteurs de risque pour pouvoir bien saisir où sont les besoins dans la population francophone des aînés. Et puis, ce qu'on ressort en fait, c'est que dans ces trois facteurs de risque-là qui se démarquent, on a l'état de santé physique, le besoin de soutien social et la situation financière. Donc, dans la proportion des gens qui reçoivent des services, ce sont ces facteurs-là qui ont été identifiés comme les qui se démarquent en fait du lot des facteurs de vulnérabilité. On remarque également que la navigation communautaire, donc cette espèce de service-là d'orientation dans les communautés, les organismes partenaires et l'autoréférence, donc le fait de solliciter par soi-même des services, constituent les trois sources de référencement les plus proactives. Ce que ça nous dit, c'est que, en fait, d'avoir un visage fort ou un organisme comme plaque tournante qui est en mesure d'orienter les aînés vers les bonnes ressources, vers les bons services, c'est essentiel. Ça nous dit également qu'on est en train de construire
communauté, beaucoup de travail en intersectorialité. Donc, on voit qu'il y a des canaux de communication qui sont en train de s'installer dans le milieu communautaire et ça, c'est une force sociale qui est très, très grande et qui est à valoriser également. L'autoréférencement, donc le fait d'aller chercher soi-même des services, en fait, c'est que ça nous dit que les aînés sont en mesure de repérer et de reconnaître les besoins essentiels qui peuvent les aider à améliorer leur qualité de vie également. Donc, tout le potentiel que les aînés ont en eux pour pouvoir aller chercher des ressources, je trouve ça très rassurant. Et en fait, je trouve ça super stimulant également parce que c'est un levier social qui est tellement puissant si on peut s'appuyer sur toute l'autodétermination de la génération des personnes aînées dans nos communautés. On remarque aussi que l'initiative a permis de mobiliser jusqu'à présent près de 170 bénévoles qui offrent en fait des services à travers le pays. Ce nombre-là de bénévoles a permis d'atteindre un seuil d'implication qui s'élève à près de 1200 heures, ce qui équivaut à peu près à 28 000 en valeur financière. Donc, on voit que la contribution et l'engagement citoyen dans ce type d'initiative-là a une grande valeur sociale. C'est une espèce de capital humain qui est vraiment proactif dans nos communautés. Et ça, c'est super important à mettre de l'avant et puis à valoriser. Et puis finalement, la navigation communautaire, le transport, la livraison et la préparation de repas, ainsi que l'entretien ménager intérieur sont les services qui ont été les plus demandés jusqu'à présent. Donc, ça fait un peu de lien aussi avec l'état de santé physique, les besoins de soutien social et puis la situation financière aussi. On voit qu'il y a une certaine cohérence entre les facteurs de risque qui se sont démarqués et puis les services qui sont dispensés par les organismes sous-bénéficiaires de ce projet-là. Évidemment, quand on déploie des initiatives aussi importantes qui sont de grande envergure et quand on développe des initiatives aussi qui sont en contact direct avec, avec des êtres humains, on vit des défis, on vit des obstacles. Donc, certains défis ressortent de cette initiative-là. En fait, on remarque qu'il y a des accès inégaux aux services de santé en français. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Un de ces facteurs-là, c'est en fait le positionnement géographique de l'aîné dans sa communauté. Quand on est dans des centres plus urbains, l'accès est davantage facile. Quand on est en milieu un peu plus rural, ça devient un peu plus complexe. Donc, il existe en fait plusieurs facteurs qui ont été identifiés en lien avec ce défi-là. Le recrutement et la rétention des bénévoles aussi. On voit depuis plusieurs années, en fait, que le profil des bénévoles d'aujourd'hui est vraiment différent de celui d'autrefois. Donc, on voit des bénévoles qui veulent s'investir selon leur horaire, selon leur disponibilité, leur intérêt et aussi que ce type de service-là, d'implication-là, demande une implication qui est différente à plusieurs niveaux. Donc, ça peut être difficile aussi de retenir et d'avoir un recrutement qui est maximisé pour ce type de service-là. Ensuite de ça, on a nos organismes sous-bénéficiaires ont parlé de difficultés à trouver et à embaucher aussi du personnel qui sont qualifiés au niveau psychosocial et qui sont connaissants de la réalité des communautés linguistiques en situation minoritaire. Donc, c'est d'avoir accès à des ressources professionnelles qui peuvent
piloter ce type de projet-là et a constitué un défi conséquent pour certaines organisations dans des provinces plus spécifiques. Un autre des défis est en fait le dépistage et puis l'accompagnement des personnes aînées en situation de vulnérabilité. En fait, je dirais que c'est le défi numéro un, c'est de trouver ces personnes-là vulnérables dans la population. On va s'entendre pour dire que c'est pas écrit dans le front de personne qu'on vit des difficultés, qu'on fait face à des défis qui nous mettent dans une situation de vulnérabilité. Généralement, euh, ces gens-là sont plus isolés, ne fréquentent pas les clubs, ne fréquentent pas les associations. Donc, ça demande aux groupes et aux personnes qui coordonnent ces services-là, cette initiative-là, d'être vraiment sur le terrain, puis de tenter de dépister les gens qui sont un peu plus invisibles, mais qui ont des besoins qui ne sont pas encore répondus. La sensibilisation aussi des aînés aux services existants. Ce qu'on remarque, c'est que les gens ne sont pas au courant des services qui existent dans la communauté et encore plus les services en français. Donc, d'avoir des bottins de ressources, de savoir à quelle porte cogner, quel numéro téléphoner, c'est quelque chose qui est encore à développer et à sensibiliser. Certaines organisations arrivent difficilement aussi à intégrer la prestation de services dans leur structure organisationnelle. Ce que je veux dire, en fait, c'est que certaines de nos associations qui participent à l'initiative ont des missions qui sont culturelles, briser l'isolement, faire la promotion de l'activité, le social, mais d'intégrer dans leur structure actuelle des services et de la prestation de services, c'est pas toujours évident parce que ça demande de moduler certains aspects de la structure organisationnelle et c'est pas toujours facile à implanter dans des délais qui sont quand même restreints. On s'entend que notre projet, là, c'est 3 ans. Donc, ça peut constituer des défis considérables. Et évidemment, un des enjeux qui revient toujours dans les projets, c'est le financement et la pérennité des initiatives. Donc, d'assurer que à la suite de la fin d'une initiative, on puisse continuer de livrer des services et d'offrir un soutien aux gens de la population et aux besoins qu'on a répondus pendant les temps des initiatives. Donc, ça conclut en fait le premier volet, la première initiative phare qui, que l'on pilote actuellement. Ce qui m'amène à vous parler de notre deuxième initiative, en fait, celle des éclaireurs de proximité. Ce projet-là, c'est un projet pilote qui est assez innovant, en fait, qui vise à créer un réseau de bienveillance pour guider les aînés francophones qui vivent une situation de vulnérabilité. Donc, ce programme-là s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus large du soutien communautaire et surtout qui est axée sur la prévention de la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Et puis, en fait, les objectifs sommaires, les objectifs un peu plus spécifiques de ce projet-là sont constitués de prévenir la perte d'autonomie chez les personnes aînées, de favoriser le maintien des personnes aînées dans leur milieu de vie et ce, le plus longtemps possible, de pouvoir guider vers les ressources, les services lorsque ces personnes aînées-là sont en période de difficulté et également et ultimement sensibiliser et mobiliser la communauté quant à son pouvoir d'action en matière de prévention de la vulnérabilité. Donc, on voit qu'on n'est pas dans du service direct qui cible des individus spécifiques. On est davantage dans une vision macro de citoyens solidaires qui s'outillent pour pouvoir détecter des signes de vulnérabilité chez les aînés qui côtoient dans le quotidien de leur communauté. Donc, c'est un projet pilote qui se termine encore là à la fin mars, donc qui
a vécu, je dirais, là, entre 2024 et 2025. Et ça s'est déroulé, en fait, dans le sud de l'Ontario. Et puis, ce qui a été accompli dans le cadre de cette initiative-là, on a réussi à créer 2 réseaux d'éclaireurs de proximité dans les communautés de Peel et de Cambridge, en collaboration avec des organismes partenaires qui sont Retraite active de Peel et le Centre communautaire francophone de Cambridge. Pardon. Donc, ils ont été vraiment nos alliés dans ce projet pilote-là pour pouvoir développer et mettre en place ces réseaux de bienveillance-là et de recruter et mobiliser des éclaireurs de proximité. Les bénévoles, évidemment, ces citoyens-là qu'on appelle nos éclaireurs de proximité, c'est des bénévoles qui ont été mobilisés. On a réussi à mobiliser 29 bénévoles, dont 15 super éclaireurs. Quand je parle de super éclaireurs, il s'agit en fait d'agents multiplicateurs. Donc, ces super éclaireurs-là sont en mesure de sensibiliser, mais également d'outiller d'autres éclaireurs de proximité dans leur communauté, des citoyens qui seraient intéressés à être en mesure de détecter des facteurs de vulnérabilité. Donc, eux sont en mesure de pouvoir agrandir le filet de sécurité, le filet social soutenant qu'on a réussi à tisser dans ces 2 communautés-là. Donc, les bénévoles qui ont été mobilisés, quant à eux, ont reçu des formations, puis sont maintenant outillés pour repérer et guider des personnes aînées qui peuvent vivre une situation de vulnérabilité. On a développé en fait en collaboration avec ces partenaires-là des outils accessibles pour engager les membres de la communauté euh, à devenir eux aussi des éclaireurs. Donc, plusieurs outils vulgarisés ont été développés, puis ça permet d'impliquer les citoyens de tout âge. Donc, on s'est assuré de rendre ça accessible à toutes les tranches de génération d'une communauté pour créer ce fameux réseau de bienveillance-là. Il y a donc une vidéo pédagogique d'à peine une dizaine de minutes qui est disponible sur le site de la Fédération. En fait, ça permet d'outiller pour repérer les signes de vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est un signe de vulnérabilité? Comment on fait pour le repérer? Et qu'est-ce qu'on fait quand on l'a repéré? Comment on assure un référencement? Comment on assure justement de soutenir et d'accompagner dans la limite de ce qu'on peut faire, évidemment, le but étant pas de faire des professionnels, des travailleurs sociaux sur le terrain, mais plutôt de faire des gens qui se soucient des aînés qui gravitent autour d'eux. Il y a également un guide d'accompagnement qui est disponible, donc un guide très pratico-pratique dans lequel on revient aussi sur les facteurs de vulnérabilité, mais surtout comment entrer en contact lorsqu'on observe de la vulnérabilité chez une personne aînée. Qu'est-ce qui est primordial de faire? Comment on crée un lien de confiance? Comment on entre en contact? C'est des choses qui peuvent être parfois délicates, donc il faut avoir les bons outils pour pas que la porte se ferme puis qu'on puisse accompagner la personne qui en a besoin vers les bonnes ressources. Puis également, comment faire un référencement. Donc, comment contacter un organisme qui offre des services, par exemple des services de transport, puis dire qu'on a observé que quelqu'un avait des besoins en termes de transport. Donc, comment ça fonctionne, comment on peut référer cette personne-là. Donc, c'est vraiment des outils qui sont pratiques, qui comprennent, comme je le disais, des stratégies de référencement. Donc, comme projet pilote, c'est un projet qui a amené beaucoup d'enseignements, je dirais, parce que c'est quelque chose qui se fait à l'extérieur de la francophonie canadienne, qui fonctionne bien, mais en milieu minoritaire, en milieu linguistique minoritaire, on a constaté qu'on avait besoin de peaufiner certaines de nos actions pour pouvoir développer un projet d'envergure pan-canadienne de ce type-là. Donc,
ce qu'on remarque de l'initiative qui a été déployée dans le sud de l'Ontario, ça a d'abord confirmé l'importance et je dirais la nécessité d'avoir des projets de ce type-là. Si vous vous rappelez, quand je vous ai présenté le projet Bien vieillir chez soi, je vous ai énormément parlé de la navigation communautaire parce qu'on voit à quel point c'est un service qui ressort et c'est un besoin qui émerge en fait dans les communautés. Et le fait d'avoir des éclaireurs de proximité, en fait, c'est que ça permet d'orienter vers la navigation communautaire, pour que les citoyens puissent être outillés. Ça nous a permis d'observer les multiples possibilités aussi d'avancer dans plusieurs domaines clés, dont le renforcement des capacités d'intervention. Donc, des organismes communautaires qui sont mieux outillés pour répondre aux besoins des aînés vulnérables, et puis d'avoir une approche qui est structurée, une approche qui est collaborative pour assurer un soutien qui est efficace et adapté. Donc, c'est ce fameux travail-là en intersectorialité. L'accroissement de la prestation de services, donc d'avoir un meilleur accès aux services et aux ressources en français pour l'isolement social des aînés, un renforcement des réseaux communautaires, des services plus durables, mieux adaptés et plus évolutifs pour répondre aux besoins dans le processus de vieillissement, et puis favoriser l'inclusion sociale, donc des stratégies adaptées pour l'identification, le repérage et rejoindre plus efficacement les aînés francophones qui vivent de l'isolement. Avoir une approche proactive en matière aussi de repérage et d'accompagnement pour réduire les obstacles à l'inclusion et les obstacles à la participation. Et finalement, la collaboration intersectorielle et citoyenne, donc l'implication de bénévoles aussi pour encourager les liens intergénérationnels et la collaboration intersectorielle pour dynamiser l'engagement communautaire. Donc, ce qu'on ce qu'on remarque en fait, c'est que cette multitude de possibilités-là, c'est les clés qui sont gagnantes pour pouvoir tisser un filet social soutenant dans le processus de vieillissement des aînés qui sont dans la communauté. Ça fait le pont aussi, en fait, avec nos initiatives et puis le concept de la gériatrie sociale. Euh, je vais glisser un petit mot sur ça parce que c'est vraiment une approche qui est adaptée aux communautés francophones qui vivent en situation minoritaire. Je vais d'abord définir un peu plus ce que c'est la gériatrie sociale dans la mesure où c'est peut-être du nouveau vocabulaire. On a beaucoup entendu parler de pédiatrie sociale, mais la gériatrie sociale, en fait, c'est un concept et une approche qui émerge depuis quelques années dans différentes provinces au Canada. C'est une façon, en fait, d'agir directement dans le milieu de vie des aînés en créant un pont entre les services communautaires et le réseau de la santé. L'objectif de la gériatrie sociale, en fait, c'est de prévenir la perte d'autonomie, améliorer la qualité de vie et éviter le plus possible d'avoir recours aux services institutionnels lourds, donc l'hospitalisation, par exemple. Nos initiatives Bien vieillir chez soi et les éclaireurs de proximité vont s'inscrire parfaitement dans cette vision-là. On répond avec nos initiatives aux besoins réels des personnes aînées francophones en leur offrant des services de proximité en français adaptés à leur réalité de minorité linguistique. On met en place des stratégies d'accompagnement qui respectent leurs droits et leurs choix personnels également. Donc, tout le facteur de l'individualité est énormément pris en compte dans cette approche-là. On agit sur des facteurs de risque comme l'isolement social. Donc, on repère les aînés vulnérables et puis on les intègre dans des réseaux de bienveillance, dans des réseaux de soutien. On agit également sur la détérioration de la santé par l'entremise de la facilitation vers l'accès aux services de santé qui permettent d'éviter des hospitalisations et des services un peu plus
un peu plus lourd. Et puis, on agit également sur les facteurs en lien avec les barrières linguistiques et culturelles. Nos interventions sont adaptées pour assurer l'inclusion, puis de promouvoir aussi un accès qui est équitable en matière de services et de soins. À l'intérieur de nos initiatives, on mise sur une action qui est collective. On développe des partenariats entre les organismes communautaires, mais également entre les acteurs des différents services de santé et de services sociaux. On forme et on mobilise des bénévoles pour renforcer en fait le soutien aux aînés. Bref, on crée une espèce d'environnement où les personnes aînées peuvent vieillir dignement avec le meilleur soutien social et communautaire dont ils peuvent avoir besoin. Nos actions, en fait, par l'entremise de nos initiatives, s'inscrivent dans une approche qui est humaine, qui est proactive, qui permet aux personnes aînées francophones qui vivent dans les CLOSOM d'être accompagnées de façon respectueuse, mais surtout de façon efficace, tout en favorisant leur autonomie et leur bien-être global. Notre intérêt à travailler avec le réseau de la santé, en fait, pourquoi est-ce qu'on veut une étroite collaboration? Parce qu'on croit qu'ensemble, on peut offrir une approche plus complète, une approche qui est mieux adaptée aux besoins évolutifs, aux besoins pluriels et spécifiques des aînés dans leur trajectoire de vieillissement. Ça se traduit par une approche intégrée du vieillissement. Le vieillissant, c'est pas juste une question de soins médicaux. C'est pas juste donc une vision physique de cet aspect-là. C'est aussi une question de bien-être social, d'autonomie, de qualité de vie. Donc, si on a une perspective de travailler main dans la main avec les réseaux de santé, avec le milieu de la santé, on peut proposer des solutions globales qui prennent en compte tous les aspects de la vie d'un individu. Également, il y a la valorisation du rôle des organismes communautaires. Les organismes de milieu, donc qui travaillent sur le milieu communautaire, jouent un rôle clé dans le soutien aux aînés, surtout dans un contexte de minorité linguistique. Donc, notre collaboration avec le milieu de la santé permet de mieux reconnaître aussi l'expertise du communautaire, puis leur impact essentiel sur le terrain. Le fait aussi de vouloir travailler main dans la main, c'est de pouvoir créer des passerelles entre les soins de santé et les services sociaux pour que les aînés puissent recevoir un bon soutien au bon moment. Il faut éviter aussi que les services fonctionnent en silo. Donc, en créant des liens, des partenariats, des collaborations, des canaux de communication entre les soins de santé et le milieu de vie, on facilite la transition, puis on s'assure que les personnes ne tombent pas dans les mailles du système. Donc, on crée encore là, comme je disais un petit peu plus tôt, cette espèce de filet social soutenant pour les aînés francophones dans les communautés. Donc, en somme, travailler ensemble, c'est la clé pour offrir aux personnes aînées un accompagnement plus humain, plus efficace, mais surtout un accompagnement qui est adapté à leur réalité évolutive dans la trajectoire de vieillissement. Et finalement, je vais conclure en disant qu'au fil de la présentation, on a exploré, j'ai pu vous partager comment nos initiatives, donc Bien vieillir chez soi et les éclaireurs de proximité, contribuent à bâtir des communautés qui sont plus solidaires, plus inclusives pour les aînés francophones qui vivent en situation minoritaire, en s'appuyant sur des approches comme celle de la gériatrie sociale et puis de la solidarité citoyenne. Ces projets offrent une vision et des solutions adaptées aux défis du vieillissement, tout en mettant l'accent sur l'autonomie, l'accès aux services en français et puis le renforcement des liens communautaires. On a vu ensemble à travers cette présentation-là que l'impact de ces initiatives, ça va bien au-delà de l'aide individuelle. Ça permet de renforcer la capacité des organismes
Ça favorise la participation sociale des aînés et ça crée des ponts entre les acteurs communautaires et les services de proximité. Mais surtout, ces initiatives-là permettent et témoignent de l'importance d'avoir une approche collective et intersectorielle pour s'assurer de soutenir le vieillissement dans toute sa dignité et surtout dans les choix, des respects, des choix personnels des aînés qui vivent dans nos communautés. Donc, Puis, puis peut-être ajouter aussi, Jessica, qu'on est beaucoup dans une perspective de complémentarité. mhm. Alors, on n'essaie pas de dédoubler. Tantôt, on vous a parlé de services de navigation. On sait que dans certaines provinces, c'est déjà offert à l'intérieur des réseaux santé. Alors, quand c'est le cas, on n'a pas cherché à dédoubler dans une province. Au contraire, on a laissé ça, mais on est allé avec le service de navigateur là, pour bien vieillir chez soi quand le service était inexistant. Alors, on est beaucoup dans cet esprit-là de complémentarité également. Oui, tout à fait. Bon point, Jean-Luc. Donc, peut-être avez-vous des questions? Déjà, merci beaucoup Jessica, merci Jean-Luc pour cette présentation très complète, ce qui est des fois un peu perturbant parce que ça peut ne pas laisser place à trop de questions, vu que vous avez couvert donc le panorama donc des initiatives. Mais je pense que nous avons quand même une question là de Monsieur François Cholette. Bonjour. Donc, nos communautés en Ontario sont bilingues et plusieurs francophones ont des amis anglophones. Dans nos communautés rurales, il y a très peu de services pour les francophones, mais aussi les anglophones qui sont souvent vulnérables. En tant que franco-ontarien, je suis ravi du travail accompli pour faire avancer les soins en français et je comprends votre mandat francophone. Toutefois, en termes de soins aux aînés et de barrières et de pérennité des initiatives, ne serait-il pas plus facile de se concentrer également sur les anglophones de nos régions rurales et peu desservies? Ce commentaire s'applique autant au programme Bien vieillir chez soi que celui des éclaireurs. Ben, veux-tu y aller, Jessica, ou je peux y aller? Ben, non, vas-y, Jean-Luc, et je Ben, compléterai au besoin. c'est ça. Ben, c'est sûr que notre mandat, c'est vraiment de desservir les aînés francophones. Donc, c'est le par et pour. Je comprends très bien qu'il y a des aînés qui sont dans des réseaux, qui sont en contact avec d'autres personnes, des fois de la communauté majoritaire. Mais pour nous, c'est de voir comment à l'intérieur de nos communautés, on peut s'entraider entre nous. Et je pense que si on allait vers de la formation ou de la prestation de services auprès des aînés anglophones, ben, je pense que ça va au-delà de notre mandat. Je pense pas qu'on est outillé. Par contre, on peut parler aussi avec nos partenaires anglophones, puis des fois, une bonne idée quelque part peut être reproduite ailleurs. Alors, ça, il n'y a aucun problème. Puis je sais que dans le programme Bien vieillir chez soi, qui est financé par Nouveaux Horizons, il y a des initiatives en anglais. Peut-être pas comme c'est présentement, mais il y a déjà du financement qui est attribué aux communautés majoritaires anglophones pour mener des initiatives pour assurer le vieillissement chez soi. Je ne sais pas si tu voulais ajouter, Jessica. En fait, ce que je comprends de cette intervention-là, c'est que peu importe la nature linguistique, la vulnérabilité chez les aînés, elle est présente d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a ce besoin-là d'être solidaire dans les communautés pour pouvoir justement attraper et repérer ces aînés qui ont des besoins, et ce, peu importe leur langue, mais vraiment, ici, c'était pour pour les francophones, en fait. Merci Jessica. Merci Jean-Luc. François, j'espère que ça a répondu à votre question. Ah, je vois d'autres questions qui rentrent là. Alors, nous avons une autre question donc de Madame Saveria Caruso qui dit, qu'est-ce que vous faites dans le cadre intergénérationnel? Mais c'est super intéressant parce que, en fait, l'intergénérationnel, comme autant dans Bien vieillir chez soi que dans les éclaireurs de proximité, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, dans la ressource bénévole, il y a des gens, des plus jeunes, qui vont offrir des heures d'implication auprès d'aînés
qui ont besoin de services. On le voit également dans les éclaireurs de proximité. Donc, ce ne sont pas seulement des aînés qui ont été formés. On a d'autres personnes de d'autres générations. Donc, ces ponts-là intergénérationnels se créent à l'intérieur même des actions et des activités liées aux initiatives. Et le but étant, comme dans l'éclaireur de proximité, comme je partageais que les outils sont vulgarisés, sont bien adaptés pour justement interpeller et mobiliser les citoyens de façon large. Donc, peu importe l'âge qu'on a, on peut devenir un éclaireur de proximité et peut-être qu'ultimement, ben, les super éclaireurs qui ont été formés dans la région de Peel et de Cambridge iront peut-être sensibiliser, par exemple, des jeunes dans les écoles pour les outiller à repérer des aînés qui gravitent alentour d'eux. Donc, l'intergénérationnel, même s'il n'est pas mentionné de façon spécifique dans chacune des actions, ça fait partie intégrante de l'approche qu'on préconise. Très bien. Alors, une autre question. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Luc? Non, je pense que Jessica a très, très bien expliqué là, ce qu'on fait en termes intergénérationnels. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Brigitte McDaniels demande, est-ce que les éclaireurs de proximité, est-ce que l'initiative est le même concept que social prescribing en anglais? Non, en fait, la prescription sociale, c'est vraiment une approche qui est différente. Par contre, elle est complémentaire. Donc, la prescription sociale, c'est vraiment un moyen, tandis que être éclaireur de proximité, c'est la façon d'agir, si je pourrais le transposer de cette façon-là. Mais c'est quelque chose qui est aussi dans notre mire parce que c'est une approche qui est de plus en plus valorisée et qui répond grandement aux besoins des aînés dans les communautés. Et aussi, ma compréhension, c'est souvent former les professionnels de la santé à prescrire justement des activités sociales aux aînés qui viennent les rencontrer, alors que nous, c'est une autre approche un peu plus communautaire, où c'est la communauté, c'est une prise en charge communautaire. Donc, c'est un peu différent comme approche, mais il y a une complémentarité là, dans les approches tout de même, là. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, nous avons Madame Mireille Leroux qui demande, avez-vous une équipe d'éclaireurs à Ottawa? Pas pour l'instant, Pour mais, l'instant. mais ça s'en vient. Comme je l'ai mentionné en début de projet, ça, c'est un projet pilote et on a de très bons espoirs que ce projet-là va se répliquer dans l'ensemble du pays. Là, en Ontario, parce que nous, on va passer par la FARFO, donc la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario. Alors, c'est eux qui vont déterminer dans quelle communauté le projet va se déployer. Alors, donc là, est-ce qu'ils vont viser une région comme Ottawa, qui a quand même plusieurs services en français? Est-ce que ça va être la priorité? Ça reste à voir. Donc, ça, je ne peux pas vous dire précisément que dans telle ville ou telle ville, il va y avoir un service d'éclaireur communautaire. Mais on va commencer, on va débuter, puis on espère que ça va pouvoir, là, on va pouvoir desservir le plus grand nombre de communautés possible. Et en fait, peut-être ça me fait penser peut-être à un aspect important que j'ai pas mentionné à l'intérieur de ce projet-là. Le but étant, parce qu'un des enjeux, c'est le côté financier pour la pérennité des initiatives. Donc, Éclaireur de proximité a été développé dans la mesure où il peut être autogéré par un groupe de citoyens. Donc, ça ne demande pas nécessairement d'avoir un financement qui est lié à ça parce que il a été conçu et développé pour que, par exemple, une association d'aînés dans une région décide de prendre le guide, puis de mettre en place ce réseau de bienveillance-là. Donc, qui ne demande pas une structure organisationnelle développée, qui peut être autogérée, citoyen entre citoyen. Donc, c'est ça qui est formidable de ce projet-là, parce qu'il peut être exporté n'importe où
Puis, ça demande juste un peu d'huile, de mettre l'épaule à la roue pour le faire fonctionner et surtout de la mobilisation et de l'engagement de la part des citoyens. Merci Jessica, merci Jean-Luc. Alors, toujours Madame Leroux qui demande, est-ce qu'on peut trouver le guide d'accompagnement sur votre site? Le guide n'est pas encore disponible pour l'implantation de ça, mais il le sera au courant des prochaines semaines. Très bien, merci. Alors, une autre question de toujours Madame Saveria Caruso qui demande, est-ce qu'un foyer de soins de longue durée pourrait prendre en charge ce projet? C'est une très bonne question. Peut- Je peux-tu peut-être y aller, Oui, Jessica, là-dessus? vas-y, C'est vas-y. sûr que dans notre projet pan-canadien d'éclaireurs de proximité, on va avoir un volet dans les résidences de soins de longue durée parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'aînés francophones qui sont dans des résidences très anglophones et qui ont peu de services en français ou même de pouvoir là, socialiser en français. Donc, on veut mettre sur pied justement une initiative à ce niveau-là où il y aurait des visites par des bénévoles, des éclaireurs de proximité qui pourraient se rendre dans les résidences de soins. Merci beaucoup. Alors, nous avons une main levée de Madame Barbara Lausier. Barbara, tu as la parole, tu peux l'exprimer. Merci infiniment. Puis je veux dire à Jean-Luc et à Jessica que je ne connais pas. Salut Jean-Luc. Merci pour la brillance de votre présentation. Je la trouve très, très intéressante. Euh, euh, j'ai envie de dire que ce ne sont pas tous les aînés qui sont malades. Je suis contente que vous perceviez le rôle plus large que ça. J'aurais voulu dire que surtout en milieu rural, il y a les aînés qui veulent demeurer le plus longtemps chez soi ont aussi besoin d'un accompagnement technique, c'est-à-dire de l'aide, que ce soit pour nettoyer un toit, les trottoirs, leur perron de porte, le ménage, etc. Puis je sais qu'il y a des services dans ce sens-là. Et totalement en accord avec tout ce que vous avez dit, sauf en ce qui a trait à la pérennité. La pérennité dans le monde qu'on vit, après 3 ans, est pour le gouvernement fédéral souvent synonyme de dumping de responsabilité à la communauté. Ça fait que oui, les communautés en font beaucoup, peuvent en faire beaucoup, mais faisons attention d'être en mesure de développer un discours qui démontre que la pérennité, dans le cas d'un service d'accompagnement aux aînés qui veulent vieillir le plus longtemps possible chez eux, ça dépasse le 3 ans. Parce que je Mm. trouve que souvent, on se fie trop sur la communauté qui va tout prendre en charge, mais ça lui prend quand même un certain niveau de moyens et de capacité et de connaissances pour le faire. Puis, un autre commentaire que j'ai envie de faire pour ceux qui se demandaient pourquoi on ne le ferait pas aussi pour les anglophones. Je pense que le rôle des francophones, dans ce cas ici, avec vos merveilleux projets, pourrait être d'être une inspiration. Pour les anglophones, les francophones ont l'habitude de partager leurs connaissances et leur sagesse, de partager leurs idées, et ils pourront certainement le faire. Je suis sûr que vous êtes ouverts à faire ça. Et en passant, je voulais dire que la question des prescriptions, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais en Ontario, était une idée qui émanait des communautés qui s'appelait Prescription Action. Ça venait d'une région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et les médecins et le système de santé l'a récupéré pour dire que maintenant, ils allaient prescrire de l'activité physique ou des activités communautaires. C'est comme intéressant. Mais je tenais à dire que ça émanait de la communauté qui est toujours brillante pour des Mm. solutions. Voilà. Barbara, c'est de la musique de t'entendre parce que c'est vrai, c'est comme oui, c'est un défi parce que là, pour l'instant, surtout pour le programme Bien vieillir chez soi qui se termine en mars 2026, on sait pas, on connaît pas vraiment les intentions du gouvernement. Ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement voulait donner un coup de barre de ce côté-là, mais est-ce qu'ils veulent maintenir, soutenir l'initiative au-delà de ça, ça reste à voir. Là, on va avoir un prochain gouvernement qui s'en vient. C'est sûr que nous, on va essayer de faire valoir l'importance de continuer à soutenir.
On est encouragé parce que dans certaines provinces, on voit qu'il y a des provinces qui veulent prendre la relève, mais je dirais pas là, que c'est de façon là, across the board, comme ils disent, loin de là. Alors, il faut continuer à travailler. Puis surtout, on a besoin de vous, les réseaux, pour nous aider, pour vous aider également. Je pense que si on peut avoir votre soutien, puis qu'on parle à deux voix, ça va être beaucoup plus facile là, pour nous tous, là, je pense. Merci beaucoup, Barbara, là, de tes commentaires et suggestions. Merci Barbara, merci Jean-Luc aussi pour ton commentaire. Alors, une autre question de Madame Aimée Joséphine Outouza. En parlant d'intergénérationnel et en lien avec l'adaptation des approches aux variétés socioculturelles, je vois le rôle des jeunes dans le soutien aux aînés. Qu'en est-il du rôle des aînés dans le soutien à l'éducation des jeunes, qui est un concept avec plus d'attente, surtout pour les immigrés d'Afrique, pardon. C'est juste une question de curiosité. C'est quelque chose, selon l'angle qui est apporté ici dans la question, c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on s'est penché spécifiquement dans le cadre de nos initiatives actuelles qu'on vous a présentées. Ceci dit, à l'intérieur de d'autres projets, il y a vraiment cette fluidité-là Mm. intergénérationnelle qui est axée sur la réciprocité, donc d'un côté et de l'autre des générations. C'est quelque chose qui ressort. Oui. Puis peut-être juste vous dire, parce que je connais une belle initiative, Paul Smith, TNO. Alors, on avait quelqu'un qui, justement, allait dans les classes, rencontrer les jeunes, leur montrer à faire un dessin ou une création artistique. Et une fois que les jeunes avaient maîtrisé la création, ils allaient ensuite dans une résidence de soins de longue durée, rencontrer des aînés francophones. Et c'était les jeunes qui montraient comment faire la création artistique avec les aînés. C'est un projet je pense, est toujours en cours mais qui connaît un énorme succès. Mais quelle belle initiative d'amener des jeunes comme ça, de pouvoir là, contribuer, puis ça a un rôle éducatif pour les jeunes. Donc, c'est une très belle initiative là, qu'on a beaucoup, beaucoup aimé et qui possiblement va se reproduire dans d'autres endroits, on l'espère. Merci beaucoup. Alors, il semblerait que Madame Aimée Joséphine a levé la main. Alors, je m'en vais lui donner la parole tout de suite. Merci beaucoup. C'est Voilà. vraiment une très bonne présentation. Merci. Et puis, j'aborde dans le sens de ce que disait Jean-Luc. Je posais la question intentionnellement puisque dans mon expérience, j'ai dû travailler avec le centre francophone ici à London. Et puis, il y avait, oui, dans le camp des vacances, les jeunes ont travaillé sur les dessins qu'ils ont partagés avec les aînés et les aînés étaient très, très ravis. Mais en Afrique, d'où je viens, il y a cet aspect-là qu'on prenne les aînés comme euh, porteurs de bonnes connaissances pour l'éducation des jeunes. C'est dans ce sens que je posais la question. Alors, s'il y a vraiment lieu à réfléchir sur ça pour l'avenir et renforcer ce volet, ça serait beaucoup plus apprécié. Ça, c'est un commentaire un peu personnel. Merci beaucoup. Hmm. C'est bien noté. Merci. Oui, Merci. merci. Alors, nous avons encore une autre question de Madame Mireille Leroux, qui rejoint un peu celle dont on vient d'entendre le commentaire. Que pensez-vous de la cohabitation intergénérationnelle qui répond à bien vieillir chez soi et sert aussi comme éclaireur? Absolument, c'est des initiatives qui ressortent de plus en plus dans les communautés. Il y a plusieurs projets qui ont émergé et qui continuent d'émerger. Donc, la cohabitation intergénérationnelle, c'est sûr qu'elle est bénéfique dans plusieurs sphères de la vie d'un individu, qu'il soit aîné ou qu'il soit jeune, là. Donc, ça n'a pas, ça n'a pas de l'importance parce qu'on est vraiment
dans un partage, dans un soutien qui est réciproque. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de positifs à favoriser l'implantation des projets qui sont axés sur la cohabitation intergénérationnelle. Puis je peux vous dire aussi, parce qu'on ne peut pas tout vous dire là, pendant une présentation, mais on travaille sur une initiative au niveau du logement communautaire. Et ça avance très bien. Et naturellement, toute la question de la cohabitation intergénérationnelle, là, on en tient compte dans cette initiative-là. Alors, c'est quelque chose que vous allez voir venir prochainement, on l'espère. Merci Jean-Luc. Alors, nous avons un commentaire de Madame Hanan Kabli de l'entité de planification des services en français qui nous dit: Merci pour cette rencontre très riche. Je félicite le travail déployé par la Farfo dans les régions de Waterloo-Wellington, en Ontario. Malgré le contexte particulier de ces régions où les communautés francophones se sentent malheureusement découragées et frustrées par l'absence de services en français, elles expriment fréquemment une crainte quant à la pérennité de ces projets. Ce qui peut m'amener aussi à une autre question, donc par rapport à la pérennité de ces projets. Comme tu as Oui. dit, Jean-Luc, on s'en va vers un nouveau gouvernement. Mais quels sont les facteurs qui pourraient contribuer justement à la pérennité de ces projets au-delà donc de la date où ils devaient Ben, expirer? c'est sûr que le 26 mars, bien vieillir chez soi, le financement cesse. Est-ce qu'il va être renouvelé? On cherche à savoir. Mais il faut penser aussi qu'on a le projet d'éclaireur de proximité qui, en principe, devrait commencer et qui va être sur une durée de 5 ans. Donc là, nous, on essaie de voir aussi si par l'entremise de cette initiative-là, on ne pourrait pas justement aider, appuyer les communautés. Donc, exemple, puis je suis très conscient que dans le sud de l'Ontario, puis pas juste le sud de l'Ontario, bien d'autres régions au Canada où il y a très peu de services en français, mais s'il peut y avoir un éclaireur de proximité qui est présent, qui est là, qui accompagne en français, peut-être vers des services en anglais, mais au moins il y a ce contact en français avec l'éclaireur de proximité. Donc, ça serait déjà très encourageant. Naturellement, ces éclaireurs de proximité qui sont des bénévoles vont être soutenus aussi par des intervenants qui vont être embauchés, alors et qui vont soutenir ces initiatives-là. Mais un peu comme le projet de navigation communautaire, souvent on dirige les aînés vers les services appropriés, mais ces services-là ne sont pas toujours en français, mais au moins il y a un contact en français à tout le moins, puis un accompagnement qui peut se faire dans la langue. Alors, c'est ce qu'on souhaite là, pouvoir poursuivre à l'intérieur de notre initiative ou d'une de nos deux initiatives. Merci beaucoup, Jean-Luc. Nous avons eu beaucoup de questions. Nous allons bientôt terminer, mais je me permets de prendre une dernière, donc toujours de Madame Mireille Leroux, et qui demande qui peut s'impliquer dans l'initiative de logement communautaire. Ben, on est en train de travailler là-dessus. Alors, on a déjà un modèle, on a déjà une étude qui a été faite. L'étude, elle est en ligne sur notre site Internet. Et là, on est dans la phase 2, c'est-à-dire de la mise en œuvre des recommandations. Donc là, on travaille avec le ministère Infrastructure et Logement pour essayer de voir si on peut arriver avec de nouvelles initiatives. On est encouragé par ce qu'on entend, mais on n'est pas encore là, la coupe aux lèvres. Alors, il faut attendre, il faut voir. Mais on espère là, pouvoir arriver avec cette initiative. Si jamais vous voulez une autre présentation pour discuter juste de la question du logement, parce que je sais que ça préoccupe beaucoup les francophones, ça nous fera plaisir à un moment donné là, de discuter avec vous. Parce qu'il y a un volet aussi d'accompagnement et de services de soutien à l'intérieur de notre initiative logement. Mais je ne rentrerai pas trop dans les détails aujourd'hui, là. Merci beaucoup, Jean-Luc. L'heure tourne et nous devons malheureusement interrompre cet échange, aussi riche soit-il. Donc, je remercie encore une fois nos panélistes. Merci de votre présence. Merci pour cette présentation qui était très riche.